Donc voilà, je suis ravie aujourd'hui d'avoir Ophélie avec moi qui va pouvoir se présenter, rapidement vous expliquer son parcours et vous en dire plus sur sa vision de la rétention. Merci encore Ophélie d'être avec nous, c'est un grand plaisir. Et puis merci à vous tous de vous être réveillés tôt ce matin. On en a parlé avec Ophélie. Parfois ça fait tôt, on a du mal à se réveiller, mais c'est trop cool de vous voir aussi nombreux, c'est chouette. Donc merci beaucoup à tous et merci à Ophélie. Je te laisse la parole. Merci Joséphine. Eh bien, bonjour. Je suis Oui, désolée, je vais te couper Ophélie parce qu'il y a vas-y. un point qu'on a mentionné en plus toi et moi avant et j'ai oublié de le dire. C'est évidemment, le but c'est que vous posiez toutes vos questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est pendant la présentation de Pauline, vous pouvez écrire sur le chat. Le chat, vous pouvez le retrouver en bas. Il y a écrit converser. Et là, vous écrivez toutes vos questions. Moi, je serai votre voix et je lirai vos questions à Ophélie. Et puis, évidemment, on prendra un moment à la fin de sa présentation pour là aller plus loin et poser plus de questions. Et dans la partie de fin de présentation pour poser des questions, on vous laissera, Ophélie et moi, allumer vos micros pour qu'il y ait un échange encore plus interactif. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions et puis on prendra tout ça en cours de route. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci Joséphine. Eh bien, bonjour. C'est vrai qu'on en discutait ce matin, c'était pas facile de se réveiller, mais je suis très contente d'être parmi vous et de vous voir pour certains. Je reconnais, j'ai vu passer des têtes. J'avoue, je reconnais, il y a des, des alumni, trop cool. L'idée de ce sujet ce matin, parler de la rétention. Donc, je m'appelle Ophélie, j'ai monté plusieurs boîtes, notamment la dernière qui est encore en activité, donc c'est Tatou. On fait de la multidiffusion d'annonces pour la location courte durée, c'est-à-dire qu'on a créé un site qui permet de publier une annonce chez nous et nous, après, on la publie sur Airbnb, Booking, Le Bon Coin. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que ça fait, mais on est passé par tout un tas d'étapes un peu chaotiques ou un peu plus merveilleuses et dans lequel la clé, c'était vraiment la rétention. Et donc, Tatou, je fais ça depuis 2017. Et à côté de ça, je travaille chez Lucas en tant que grosse marketing manager. Donc, en fait, Lucas, c'est une boîte qui est en hyper croissance. On est moins de 250 maintenant. Enfin, on est à peu près 250. On fait de l'automatisation pour les process RH, c'est-à-dire qu'on va aider soit les DAF, soit les DRH à vraiment digitaliser la relation avec le salarié pour que ce soit une expérience plus cool pour le salarié qui puisse poser ses congés en ligne, qui puisse recevoir sa fiche de paye, que tout soit disponible en ligne. Et ça, Lucas, ça a été monté depuis un moment. Moi, j'ai rejoint Lucas depuis le début de l'année dernière pour monter justement une équipe grosse. Donc, l'organisation chez Lucas, c'est en gros, il y a une équipe produit qui est composée de différentes équipes produits à l'intérieur. Et ensuite, il y a une équipe revenu qui est composée du customer success, des sales, du marketing, de la compte management, des channels. Et en gros, c'était l'idée d'avoir créé cette team, nous, grosse, c'est d'aider justement cette équipe revenu à être un support vraiment technique et d'acquisition et de rétention sur cette partie-là. Alors, pour ceux il y en a qui sont peut-être venus, parce que j'ai posté un message sur LinkedIn hier, un peu en mode genre l'acquisition est morte, attention, vive la rétention. Donc non, l'acquisition n'est pas morte, évidemment. Quand on lance une boîte, c'est vraiment la première étape à faire, c'est trouver ses premiers clients, c'est avoir un problème, trouver une solution à ce problème-là et ensuite trouver ses premiers clients. Donc c'est pas une acquisition versus rétention, mais en fait l'idée c'est de se dire ok, c'est plutôt instinctif quand on monte une boîte, c'est d'aller chercher ses premiers clients. Enfin, ça va dépendre de les profils des personnes qui vont monter des boîtes, mais généralement, on a très envie de partager sa solution, de la faire tester, de la montrer. Donc, instinctivement, on va y aller. Et par contre, il y a quelque chose qui est plus difficile. Moi, j'ai trouvé plus difficile quand j'ai monté toutes les boîtes, c'est que la rétention, c'est pas quelque chose auquel on pense tout de suite. C'est pas quelque chose auquel on se dit comment on fait, comment ça marche, ainsi de suite. En gros, le premier focus, c'est de se dire ok, je vends à mes premiers clients. Et en fait, une fois que tu as fait ça, comment on fait pour que ça aille plus loin et que ce soit quelque chose d'un peu plus vertueux. Donc un peu de disclaimer, ouais, l'acquisition, c'est pas un versus rétention, mais c'est vraiment plutôt la suite logique là-dessus. Moi, j'en viens à parler de la rétention, puisqu'en fait, avant de monter Tatou,
j'avais monté 2 boîtes. Enfin, monté, on peut dire ça. Restaurion, ça a été quelque chose d'assez rapide. Mais donc, c'était en 2013. Donc, c'était avant l'époque de Deliveroo et Uber Eats et Foodora, tout ce qu'on a pu connaître. Mais en gros, je m'étais dit, tiens, moi, étudiante, je pouvais me faire livrer que des hamburgers et des pizzas. Et j'aurais aimé me faire livrer soit des pâtes, je sais pas, manger autre chose. Et je me suis dit, mais pourquoi je pouvais pas me faire livrer ça, pourquoi les restaurateurs proposaient pas un service de livraison, pourquoi c'était compliqué. Donc, je suis allée voir quelques restaurateurs et en leur posant la question, bah, pourquoi vous pouvez pas me livrer? Je comprends pas. Et en fait, j'ai vite compris qu'à ce moment-là, être restaurateur, c'est un métier et faire de la livraison et de la logistique, c'est un autre métier et c'est pas donné aux restaurateurs de le faire, hein. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais monter une plateforme de logistique pour les restaurants. Ça avait un concept un peu, c'était parti un peu dans tous les sens puisque je m'étais dit, tiens, en plus de ça, on livrera en voiture électrique, ce sera livré avec des couverts écologiques. Enfin voilà, j'avais pris un parti pris assez tranché. Et puis, donc ça a duré 3 mois. En gros, j'ai trouvé les premiers restaurateurs, j'ai fabriqué les premiers flyers. Et j'ai commencé à faire les premières livraisons. Donc, j'avais loué une Renault Zoé à l'époque et je faisais moi-même les livraisons. Et je me suis vite rendu compte qu'en plus, déjà, pour faire des livraisons, il fallait, quand on est professionnel, en tout cas à l'époque, ça n'avait pas autant bougé, mais il y avait la législation qui imposait de garder les aliments à une certaine température. En gros, il fallait équiper toutes les voitures. Enfin, ça paraissait un peu compliqué. Et du coup, j'ai vite foncé vers l'acquisition, trouvé les premiers restaurateurs, trouvé les premiers clients. Et donc ça a été fait. J'ai fait première livraison. Et après, je me suis dit, mais je fais quoi? Et j'étais complètement épuisée. J'avais passé tout mon temps justement à aller chercher des gens, à essayer de déposer ces flyers dans des entreprises. Je me disais, tiens, je vais faire des commandes groupées, ce sera beaucoup plus simple pour faire de la livraison et ainsi de suite. Et du coup, donc très très fatiguée et j'étais encore dans les études et je me suis dit, bon bah ok, genre fais une pause, réfléchis à ton business et passe à autre chose, quoi. Donc première expérience focus acquisition. Deuxième expérience, donc j'ai monté Local à mer. En fait, c'était une conciergerie en Vendée euh, où on s'occupait des résidences secondaires. Donc en gros, des propriétaires qui n'étaient quasi pas là dans leur maison. On s'occupait en fait d'ouvrir quand c'était l'été, de mettre en hors-gel l'hiver, enfin voilà, de vraiment faire une maintenance là-dessus. Et en plus de ça, on proposait en fait ce service d'accueil pour des voyageurs lors d'arrivée et départ, lorsque les propriétaires de résidences secondaires louaient leur logement. Euh, donc ça, pareil, donc on avait monté le concept. La première chose qu'on a été faire, c'est trouver des propriétaires qui avaient un logement, donc résidence secondaire. Donc on a passé pas mal de temps. Euh, Au début, en plus, sans argent. Donc nous, on allait directement sur le terrain, faire du porte-à-porte, pareil, déposer des flyers, essayer de trouver un maximum de personnes. Donc on a commencé voilà, par 2-3 propriétaires et puis ça a pas mal augmenté. Euh, on s'est laissé déborder à tel point qu'on était 2 pour gérer ça et on avait ouais, moins de 100 propriétés. Donc imaginez-vous à 2, un samedi de 15 août, enfin ouais, 15 août, où là il y a un maximum de personnes qui partent en vacances. Il fallait ouvrir et fermer 80 maisons. En plus dans un périmètre qui était sur une vingtaine de kilomètres, donc c'était très 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 chaud. Euh, et en fait, on s'est laissé pareil. On était tellement focus sur l'acquisition, on était tellement persuadés qu'en gros, il fallait qu'on en ait toujours plus de propriétaires, toujours plus, qu'en fait, on a oublié que l'expérience qu'on allait proposer, elle n'allait pas être au max, puisqu'en fait, vu qu'on allait se focus sur le nombre et pas sur la qualité, en fait, les gens, ils n'allaient pas forcément revenir, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a appris, enfin qu'on a appris avec le recul, parce que sur le coup, on a quand même passé 2 saisons à faire ça, où c'était vraiment l'enfer, enfin vraiment fatiguée. Moi, je suis sortie de la deuxième saison, ouais. Je suis tombée malade, enfin, on était vraiment épuisés au bout. Et, euh, et du coup, donc ça nous a pas mal fait cogiter. Euh, et donc le problème quand on a trop focus acquisition, en fait, je trouve que c'est facile
au début. En fait, c'est difficile au début de trouver ses premiers clients, puisqu'en fait, le discours n'est pas forcément clair. On sait qu'on répond à un problème, qu'on a une solution. En plus, souvent, on est amoureux de sa solution. Alors, comme ça, c'est encore pire. On pense qu'elle a tous les principales qualités, alors qu'en fait, il n'y a que nous qui les voyons, généralement, puisqu'on est tellement focus aussi sur le produit qu'on en oublie certaines bases. Et du coup, être focus acquisition, ça devient facile, puisqu'en fait, une fois qu'on fait la première vente, on se dit, OK, j'ai réussi. Pourquoi j'ai réussi? J'ai dit ça comme argument, la personne avait ça comme problème, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui ressemble à cette personne-là. Et en fait, on en oublie vraiment la partie rétention et ce qui va être finalement le plus important et ce qui va nous coûter le moins cher, qui va être le plus pérenne dans le temps, Ça va nous éviter de nous essouffler. Comme je disais, nous, c'était vraiment lié, on a été fatigués, mais comme jamais. Et en plus de ça, c'est une stratégie qui coûte assez cher. Dans le sens où tu montes ta boîte, tu passes du temps sur ta solution, ensuite tu passes beaucoup de temps sur ton acquisition généralement, puisque tu as tellement passé de temps sur ton produit ou ton service que tu en es amoureux, que tu en oublies de prendre du recul et que du coup, en fait, tout l'argumentaire commercial que tu peux proposer, il est parfois assez loin de la réalité. Et du coup, le coût qui va être engendré, c'est le temps que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas passer là-dessus. Et en plus, le coût que tu vas dépenser pour ton acquisition, puisque généralement, pour aller vite aussi et pour toucher un maximum de personnes, tu fais appel à des régies publicitaires, donc Facebook ou Google. Et ça, au début, quand tu t'y connais pas et que tu fais un focus là-dessus, tu fais pas mal d'erreurs et tu dépenses pas mal d'argent aussi. Donc, le principe de la rétention. J'en parle pas mal autour de moi, puisqu'en fait, je suis vraiment convaincue, mais vraiment au fond de mon cœur, que la rétention, c'est vraiment la clé pour la croissance d'une boîte. Alors oui, il faut passer par des étapes d'acquisition avant, forcément, il faut passer par des étapes de création de produits. Mais en fait, la rétention, c'est vraiment quelque chose de vertueux. C'est vraiment, et en plus, c'est pour tous les business. J'ai parlé pas mal de personnes à chaque fois qui me disent ouais, mais moi j'ai un site où je fais de l'événementiel. Du coup, les gens ils reviennent pas, ils viennent une fois chez moi. Et en fait, pas du tout quoi. C'est vraiment la vision de ton business que tu dois faire évoluer et tu dois te dire ok, comment je fais pour que les gens reviennent. Puisqu'en fait, l'acquisition que tu auras eue avant, elle est dépensée, ok, mais comment faire pour capitaliser là-dessus, pour faire que ces gens pour qui tu as dépensé de l'argent pour qu'ils viennent te voir, reviennent une deuxième fois et pour que ton coût en fait d'acquisition baisse. Et en plus de ça, la rétention, ça permet vraiment d'avoir une vision expérience. En fait, plutôt que se dire je monte un produit, je monte un logiciel comme nous on a fait sur Tattoo, c'est plutôt pense à l'expérience que la personne va vivre. Alors, je ne sais plus qui dit ça, mais ça, je pourrais vous le retrouver ou vous le partager. En gros, c'est que les gens, ils se souviennent du sentiment qu'ils vont ressentir quand tu vas résoudre leurs problèmes. Ils vont pas forcément se souvenir que ton logo, il est de cette couleur, que ta boîte, elle s'appelle comme ça, que ton argumentaire commercial est comme ça, mais ils vont vraiment se souvenir du sentiment qu'ils ont ressenti quand tu as proposé une solution à leurs problèmes. Et je trouve que quand on a un focus rétention, on ne pense pas qu'à la partie acquisition, on pense tout à l'expérience. Et là, ça fait vraiment la diff. On a vraiment des boîtes qui changent. On a pas mal de boîtes assez connues qui ont vraiment un focus là-dessus. Quand on pense par exemple des boîtes comme WhatsApp, quand tu regardes leur budget marketing en acquisition qui est rien en fait, ils ont vraiment tout mis en œuvre et tout focus sur la rétention dès le départ. Et ça, il y a aussi une image qu'on avait avec Alim. Alors, Alim, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'en parle aussi dans le post sur LinkedIn, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans chez Facebook. C'est un ancien de chez Oculus et qui maintenant est chez Facebook, qui est sur la partie Product Management. Et en gros, on parlait rétention et on se disait comment faire comprendre ce que c'est la rétention. Avec une image hors produit, hors logiciel, hors service. Et en fait, c'est vraiment un peu le mariage versus les dates Tinder, quoi. En fait, le principe, c'est que ton acquisition, ça va vraiment être ton date Tinder. Tu vas aller sur Tinder, tu vas swiper, tu vas faire des rencontres, tu vas passer des soirées, ça va se enchaîner. Alors que la rétention, ça va être, OK, tu vas essayer de rencontrer quelqu'un,
ça va bien se passer et ensuite tu vas te marier. Donc ça, c'était un peu pour avoir le parallèle hors produit, service, comme on a l'habitude d'avoir. Et donc moi, c'est dans cette optique que j'ai créé Tattoo. Alors Tattoo, on est passé par tout un tas d'expériences et d'épreuves. Bon, je vais vous en parler après. Mais donc, passer mes 2 expériences, comme vous avez pu le voir, où là, j'avais fait un maximum d'erreurs, où l'erreur principale, ça a été d'être focus, d'oublier de prendre du recul, de rester trop enfermée aussi, de pas prendre le temps de rencontrer des gens, de parler de mon problème, de ma solution, de ce que je faisais. Et donc, suite à ça, je me suis dit, OK, maintenant, j'avais monté le local à mer, j'avais fait les 2 saisons, j'étais fatiguée et je m'étais dit, mais comment rendre ça plus scalable, quoi? Enfin, comment faire pour que, bah, de une, j'en vive et en plus de ça, que je m'éclate dans ma vie, quoi. Donc, il y a eu un gros moment de réflexion. Ça n'a pas forcément été facile. En plus, j'étais associée à une personne, on s'est séparés, enfin, ça ne l'a pas fait. Donc, finalement, on ne s'est pas vraiment associés. Donc, je me suis retrouvée toute seule sur ce projet-là avec bah, voilà, mes 80 propriétaires qui étaient là en mode bon, bah, du coup, on fait quoi l'année prochaine Et moi, j'étais là, j'étais OK, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Donc la première chose, ça a été de couper l'acquisition qu'on avait mis en place, donc toutes les strates, vraiment de se repositionner, de se reposer, de re-réfléchir. Et en fait, je m'étais dit, OK, local à mer, c'est bien, je fais ça, mais en fait, pourquoi je fais ça pourquoi j'ai monté ma boîte, pourquoi je propose ce service-là, Et donc, la première réflexion que j'ai eue, ça a été de vraiment déterminer ma mission et ce qui m'animait. En gros, c'était, bah, OK, je suis Ophélie, j'étais encore étudiante à l'époque, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi finalement je voudrais monter une boîte? Pourquoi je voudrais me lever tous les matins? Pourquoi je voudrais dépenser ma santé dans quelque chose? Qu'est-ce qui en vaut la peine? Et, euh, et du coup, j'ai vraiment réfléchi, donc déterminé ma mission. Après, suite à avoir déterminé ma mission, je me suis dit, OK, alors moi, ma mission, c'était j'aime trop aider les autres. C'est vraiment un truc ça fait partie de moi. Et en plus, j'étais vraiment touchée par le fait que en France, il y a pas mal de gens qui ont des problématiques de logement. On a d'un autre côté des résidences secondaires qui sont clairement pas occupées. Et donc, j'avais un peu à l'époque, c'était plutôt une lubie, c'était bah voilà, je sais qu'il y a tant de résidences secondaires qui ne sont pas habitées, il y a tant de gens qui cherchent des logements ou qui ont des problématiques, pourquoi on ne les mettrait pas là-dedans, quoi. Enfin, pourquoi on ne ferait pas le matching entre les deux? Donc ça, c'était vraiment l'idée de base, l'idée de cœur. En essayant suite à cette mission et ces valeurs, je me suis dit, tiens, je vais lister les problématiques des 2 parties euh, pour essayer de comprendre comment on pourrait faire matcher les deux. Bah, pour les propriétaires, c'était assez clair en mode bon bah voilà, j'avais trouvé pas mal de propriétaires qui avaient ces résidences secondaires et qui s'en occupaient pas le reste de l'année et qui pour le coup voulaient bien louer quand eux ils n'étaient pas là. La seule chose c'est qu'ils voulaient pas louer de manière gratuite. Et généralement, moi, le public que j'avais trouvé en face qui avait des problématiques de logement, c'est soit des personnes qui pouvaient pas payer les logements, clairement, ou soit, enfin, ouais, c'était principalement ça, quoi. Du coup, j'ai essayé de faire un matching entre les deux. Ça a clairement été très difficile. Ensuite, quand on veut monter quelque chose qui rapporte pas d'argent en plus, bah, soit faut partir avec une mise de départ et être capable de dépenser, soit faut tout de suite avoir un logiciel, enfin pas un logiciel, mais une solution qui est bien définie et aller chercher, enfin lever des fonds. Et encore ça, c'est encore une autre paire de manches, mais assez compliqué. Euh, Enfin, dans tous les cas, c'était assez complexe à faire. Donc, ça, l'idée a été vite abandonnée. Donc, on est reparti sur la partie on va mettre en ligne les logements. Les propriétaires avaient une grosse problématique, c'est qu'en gros, ils avaient besoin de quelqu'un sur place pour faire l'arrivée-départ. Mais ils avaient aussi besoin de quelqu'un pour mettre en ligne leur annonce, puisqu'en fait, généralement, ils avaient l'âge de mes parents, donc autour de la soixantaine, et on va dire qu'ils n'étaient pas, c'est pas un cliché, mais pour ceux qu'on a rencontrés, ils n'étaient pas fans de mettre leur annonce sur tout un tas de sites, de gérer tout ça. Donc,
Donc, ils galéraient pas mal à créer les annonces, à synchroniser, à trouver des voyageurs finalement. Donc, ça a été une des premières pains. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre une pain, on va prendre une niche et on va résoudre ce problème-là. Donc, on a créé donc Tattoo, ça existe depuis 2017. Donc, c'est passé par justement, comme je vous disais, tout un tas de modes. Donc, le premier mode, ça a été la prestation de service. En gros, on avait ça, on avait ces propriétaires qui avaient une problématique. Donc, moi, avec mes petites mains, j'ai récupéré leurs annonces, je les postais sur différents sites et eux, en fait, ils avaient simplement accès à un Google Spreadsheet avec leur calendrier et ils voyaient leur calendrier se remplir et ils s'occupaient de rien sur cette partie-là. Donc, ça a été assez fastidieux et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que, OK, bon, bah, très bien, j'ai testé mon problème, j'ai testé ma solution, j'ai des clients en face. Donc, comment aller plus loin là-dessus? Pour se couvrir, donc on est passé de prestataire de service à agence immobilière, puisqu'en fait, quand on faisait comme ça on voulait vraiment que l'expérience pour le propriétaire soit simple, fluide et que ça coule de source. Donc en gros, vraiment, on voulait qu'il se connecte à un seul endroit, il voit son calendrier et récupère son argent et tout se passe bien. Donc on a dû monter une agence immobilière. Donc ça a été encore une autre période assez compliquée. On a passé 6 mois à peu près sous ce format-là. Donc, agence immobilière, c'est quelque chose qui est enfin, il y a pas mal de lois, faut être équipé sur pas mal de trucs. C'est assez coûteux pour le coup parce que tu dois payer une redevance, tu dois payer des avocats. Enfin, il y a pas mal de trucs liés simplement au fait que ce soit une agence immobilière, sans parler de l'activité que tu génères. Du coup, on a vite un peu évincé ça. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on ferait pas en fait un logiciel beaucoup plus simple et qui nous permettrait de bypasser un peu ce statut d'agence immobilière où en gros avec un portefeuille en ligne, c'est le propriétaire qui encaisserait directement l'argent sur son compte et nous, on ne serait plus un intermédiaire. Et donc là, ça faisait sauter la barrière agence immobilière. Et en fait, ça, on l'a vraiment construit parce qu'on ne s'est pas dit au début, tiens, on va faire juste de la prestation de service, quoi. Quand on a créé en fait Atout, on s'est déjà dit de base, la finalité, ce sera plus ou moins un logiciel. On ne savait pas si vraiment ce serait un logiciel, mais on s'était dit que, tiens, on va aller plus loin que simplement répondre à la problématique qui était de mettre en ligne les annonces, quoi. Donc, on a vraiment réfléchi à l'expérience. Et c'est du coup là-dessus, et c'est grâce à ça qu'on a pu quand même évoluer et qu'on est passé par différentes formes. Et ça, c'est un truc qu'il faut être prêt en tant qu'entrepreneur, parce que c'est vrai qu'au début, la première solution qu'on construit, on est amoureux, quoi. Et moi, le premier Google Spreadsheet que j'ai fait, je l'ai trouvé trop beau. Il était parfait. Et en fait, non, pas du tout. Et c'était pas pérenne dans le temps, mais et du coup, il faut très vite, et ça c'est assez flou, mais il faut très vite évoluer là-dessus, faire évoluer sa solution et pas rester coincé justement sur la partie. On aurait pu se dire en fait au départ, ok, tiens, on a un Google Spreadsheet, on a 80 propriétaires. Là, demain, je peux rajouter une centaine parce que j'ai réussi à scaler mes process, à les améliorer. Et du coup, rester sur cette partie prestation de service. Et en fait, le focus rétention nous a vraiment permis de faire évoluer et du coup d'améliorer l'expérience. Donc, une fois qu'on a vu ce que c'était que la rétention, il y a quelque chose qui est assez important, c'est comment la mesurer. Ça, c'est quelque chose que ça peut être un concept assez flou. On a l'acquisition, ok, on sait combien de clients on a de nouveau, on sait combien d'argent ça nous rapporte, mais maintenant, comment je calcule cette rétention-là? Il y a un peu une liste de 4 KPI que j'aime bien et qui permet vraiment de prendre du recul et de suivre cette rétention-là. Donc la première, c'est lié au churn client. Donc le churn, ça va être les gens qui vont partir, qui vont se désabonner, qui vont pas revenir du produit ou du service. Ça, c'est assez important dans le sens où ça permet de savoir si on a un bon, un mauvais ou un excellent business. Ça permet de se rendre compte aussi, est-ce qu'on fait de la rétention? Parce qu'en fait, est-ce qu'on a des gens qui arrivent et beaucoup de gens qui repartent? À ce moment-là, on ne fait pas de rétention et donc on sait qu'il faut améliorer cette partie-là.
ça permet aussi, si on le suit dans le temps, ça permet de voir si elle évolue. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que la rétention s'améliore? Est-ce qu'au contraire, elle s'accentue et à ce moment-là, il faut trouver le problème? Et enfin, ça permet aussi de voir les potentiels. Nous, au début, pour le calamar, pour le coup, on avait pas mal de one-shot. Et du coup, en fait, en regardant, en calculant le churn client, en fait, on s'en rendait pas forcément compte puisqu'en fait, on en avait autant qui partaient qui rentraient. Du coup, on était à peu près toujours à 80. Et sur ce focus-là, on se disait, bon, bah, ça va, en fait. On gagne notre vie, on est débordé. Enfin, on gagne notre vie, c'était un bien grand mot, mais on gagne de l'argent, on est débordé. Euh, et en fait, en mesurant ce churn, on se dit, mais ça va pas du tout. On dépense de l'argent pour des clients qui viennent en one shot. En plus, nous, c'était tellement pas rentable parce que à ce moment-là, vu qu'on faisait tout à la main, on allait chez les clients, on prenait les photos, enfin, on faisait tout de A à Z. Donc, en gros, c'était vraiment pas adéquate. Donc, très vite mesurer son churn client. Et la manière, enfin, c'est assez simple à faire, hein. C'est combien tu as de clients au début du mois, moins combien tu as de clients à la fin du mois, et tu divises tout ça par le nombre de clients que tu as eu au début du mois. Et donc, tu vois si ta rétention est bonne. Euh, En fonction des business, par exemple, si on est une app de jeu gratuite sur mobile, ou au contraire, si on est un site e-commerce, ou si on est une banque en ligne, ou peu importe, les chiffres vont pas être les mêmes. Moi, j'avais pas mal regardé les chiffres sur des marchés qui étaient plus ou moins correspondant au mien, pour savoir aussi me situer par rapport au marché, pour voir si en gros l'expérience que je proposais, elle était juste au-dessus, ou si elle était clairement dans les clous, ou si elle était au contraire vraiment en dessous. Euh, autre KPI à mettre en place, c'est le NPS, donc Net Promoter Score. Ça, en gros, c'est assez simple. Nous, on l'avait fait, en gros, on avait envoyé un email à tous nos clients avec un Typeform. Typeform, c'est un outil qui permet d'en ligne de créer des questions, de faire des rapports, où on leur disait hey, salut, du coup, vous avez fait appel à Tatou, comment ça s'est passé? On aimerait bien avoir votre avis pour pouvoir faire évoluer. N'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous voudriez voir, ainsi de suite. Le NPS, c'est une seule question. C'est en gros, c'est quelle est la probabilité pour que vous recommanderiez ce produit ou ce service à un ami ou à un collègue ou peu importe. Sachant qu'en gros, c'est sur une échelle de 0 à 10. On va dire que de 0 à 6, c'est ceux qui ne recommanderaient pas. 7-8, c'est ceux qui, voilà, plutôt c'est plutôt une bonne expérience, mais bon, ils vont pas se mouiller. Et les 9-10, c'est vraiment ceux qui vont recommander. En fait, nous, on a fait ça, donc ça se fait vraiment de manière assez simple, hein. C'est un email envoyé, juste un typeform à paramétrer. Donc, en gros, ça ne demande pas 3 jours à faire. On avait fait, on avait contacté ensuite, nous, les gens qui étaient sur la partie promoteur, enfin, sur ceux qui étaient très, très satisfaits. Et en fait, on leur demandait de nous recommander quelqu'un. Et en fait, le fait donc, en gros, c'est un client qu'on est allé chercher. Et en fait, cette personne nous recommandait potentiellement un autre client. Donc, en gros, un client nous rapportait toujours un autre client. Ça, c'est vraiment un truc vertueux de la rétention. C'est qu'en gros, finalement, ton acquisition, elle se fait quasi naturellement et quasi toute seule, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant à faire aussi sur une période. Souvent, à la fin de l'année, les gens, ils aiment bien répondre à ce genre de choses. Et nous, on avait envoyé, donc on avait fait ça aussi avec le calamar, et on avait envoyé un petit paquet de M&M's avec le logo sur les M&M's pour remercier ceux qui avaient répondu à, à l'enquête. Et on avait même envoyé ça à tout le monde, en fait, tous ceux qui avaient reçu l'enquête pour les inciter à répondre à l'enquête. On a aussi un autre KPI. Alors ça c'est un qui est plus difficile à mettre en place, je trouve, parce qu'il dépend vraiment du type de produit qu'on vend, produit ou service, qui est le Customer Retention Rate. En gros, ça va être de savoir ton taux de rétention. Alors, pour le calculer de manière assez simple, vous voyez, la formule, elle peut paraître un peu biscornue, et on peut rajouter en plus d'autres
d'autres contraintes dans la formule là, mais c'est en gros de se dire, on prend le nombre de clients qu'on a à la fin d'une période, donc par exemple à la fin du mois. On enlève à ça le nombre de clients qu'on a acquis, donc le nombre de nouveaux clients. Donc, par exemple, j'ai 100 clients à la fin du mois. J'en ai acquis 3 ce mois-ci. Donc, on fait 100 moins 3. Ensuite, on divise tout ça par le nombre de clients en début de période. En début de période, j'en avais 12. J'en avais 97 et on multiplie ça par 100. Alors ça permet de savoir si on a plus ou moins un taux de satisfaction. C'est un peu un taux de satisfaction caché. Ça permet de voir aussi si du coup, si on a un taux de satisfaction, si les clients vont revenir et s'ils effectueront d'autres achats. Donc ça va être pas mal pour un peu prédire du chiffre d'affaires. Et en plus de ça, ça va permettre de savoir si ils auront tendance à dépenser davantage dans chaque transaction. Donc en gros, c'est plutôt assez vertueux. Ça permet aussi de se concentrer vraiment sur la partie satisfaction. Sur la partie satisfaction, quoi. Et enfin, donc le dernier qui est assez intéressant, et ça pour le coup, on peut le calculer pour tout type de business, c'est vraiment le Customer Lifetime Value. En gros, c'est la valeur à vie du client. C'est de se dire, OK, on a un client, je sais pas, on a un client, mais combien concrètement il va nous rapporter dans les années. Donc là, c'est comment on calcule ça. Ça se fait de manière plutôt assez simple, c'est on prend la valeur moyenne des commandes. Donc on peut faire, généralement on fait ça sur des segments de clients. Par exemple, si vous avez plusieurs types de clients, par exemple, nous, on avait des propriétaires on les classait comme ça, on les classait au début, on les classait par taille. Donc, par exemple, pour Tattoo, on avait du B2B, enfin, on a du B2B et du B2C. Dans le B2C, on a les propriétaires de villas, on a plutôt les propriétaires d'appartements, ceux qui ont plutôt une maison en ville. Et pour le coup, c'est pas les mêmes clients. Donc, on prend à chaque fois la valeur moyenne des propriétaires, par exemple, de villas. Ou alors la valeur moyenne des propriétaires d'appartements, ainsi de suite. On fait ça par segment. Ça permet de voir aussi si on a des segments qui sont plus vertueux que d'autres, quoi. Si on a des segments pour lesquels la rétention se fait déjà naturellement, ou si au contraire, il y a des segments pour lesquels il n'y a pas du tout de rétention. Et là, pour le coup, c'est souvent un potentiel de développement pour ta boîte. Donc, on prend la valeur moyenne des commandes, on multiplie ça par le nombre de ventes qu'on a effectuées, par exemple, pour cette personne-là, et on multiplie ça par la durée moyenne de la relation. Alors, la durée moyenne de la relation, c'est un peu complexe dans le sens quand on démarre une boîte, déjà souvent ça a moins d'1 an, donc on n'est pas capable de dire un peu la durée moyenne de la relation. Mais dans l'idée, on peut déjà multiplier ça par un certain nombre d'années quand on sait qu'on va plutôt développer un business. On sait qu'on sera là l'année prochaine, par exemple, donc on peut déjà multiplier par 2 et ainsi de suite, quoi. Et donc, ça permet de... Ça, il faut toujours aussi le voir sur une certaine période. Nous, on aimait bien le voir. On a des périodes, nous, comme c'est lié à la location et on est principalement en France, on a des périodes où forcément, il y a des gens qui vont plus louer. Donc, on aime bien voir ça par période-là, comparé aussi à l'année, pour voir s'il y a une évolution. Donc ça permet vraiment de voir si pour le coup, la rétention est bonne ou s'il y a du potentiel. Vous n'êtes pas obligé de tout calculer sur tous les KPI là partagés, mais au moins, ça vous donne des tips sur qu'est-ce qui est important de savoir et qu'est-ce qui est important de calculer pour avoir, ou au moins pour mesurer sa rétention. Le cercle vertueux, on a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est qu'en gros, le principe de la rétention, c'est qu'en fait, tu as rapidement un focus acquisition quand tu montes ta boîte et tu penses tout de suite à la rétention. Donc, tu vas avoir tout de suite beaucoup plus de clients de manière plutôt régulière. Et en fait, ton coût d'acquisition va forcément baisser. Donc, c'est ça le principe du cercle vertueux, c'est qu'en gros, mettre en place cette stratégie-là, c'est clairement bénéfique, quoi. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement et sans argent. Moi, il y a une stratégie alors que je n'ai pas pour l'instant mis en place personnellement, mais que je trouve qu'on voit exploser autour. C'est la stratégie du starting the building in public. Alors, building in public, ça veut dire, en gros, ce que tu vas créer, tu vas en parler, tu vas prendre la parole et tu vas en parler autour de toi. Tu vas aller, en gros, c'est si vous connaissez les marques comme Respire,
Clairement, c'est des gens qui font ça très très bien. Tu montes ta boîte, tu en parles sur LinkedIn, tu en parles sur Facebook, sur ce que tu as envie d'en parler en fait, sur là où ton réseau est, et t'expliques, bah voilà, aujourd'hui j'ai monté ma boîte, voilà les difficultés, je sais pas, j'ai été voir un fournisseur, ça s'est mal passé parce que machin machin, mais du coup j'ai fait ci, ça. Alors, sans rentrer sur le LinkedIn bashing où on voit tous les posts de gens qui ont une vie merveilleuse et qui montent des boîtes et que tout est incroyable. C'est pas ça, mais l'idée, c'est qu'en gros, déjà d'en parler, ça permet de prendre du recul sur ce que tu fais. Ça permet d'être capable de raconter en gros de la synthèse. Donc, ça veut dire que tu as le cerveau quand même qui est assez frais là-dessus. Ça permet de prendre du recul aussi puisque tu te mets dans une position de rédacteur et du coup, tu as cette prise de recul qui est très très importante quand tu montes ta boîte. Et en plus de ça, en fait, le fait d'en parler, ça va créer de l'engagement. Tu as ton réseau déjà, ton réseau proche qui va te dire ah, c'est trop cool, tu montes ta boîte, vas-y, fonce, trop bien, ainsi de suite. Et plus ça va aller, et plus en fait, tu vas trouver finalement une communauté qui sera potentiellement tes futurs clients. Et, euh, et ça, pour le coup, en termes de rétention et d'engagement, c'est juste incroyable, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc, si c'était à refaire, moi, je repartirais là-dessus pour une stratégie sans argent, puisqu'en fait, tu vas vraiment créer une communauté et tous les business qui réussissent sont basés sur des communautés. Toutes les grosses boîtes, toutes les mêmes les moins grosses boîtes, mais tu vois, toutes celles qui ont une croissance incroyable et qui proposent une expérience à la même hauteur sont basées sur la communauté. On les plus connus, on a Airbnb, on a Facebook, mais on a aussi des boîtes comme Spendesk où ils misent pas mal de temps et d'argent là-dessus. Enfin, vraiment, c'est vraiment le focus à avoir, c'est là-dessus. Euh, voilà pour la partie rétention. Si maintenant vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur, si vous voulez parler de votre business, où vous en êtes, c'est le moment. Merci beaucoup Ophélie, c'était top. Trop bien de vraiment comprendre un petit peu ton parcours et de voir aussi, je l'ai marqué dans le chat, mais cet état d'esprit test and learn. Tu as vu ce qui marchait, tu as vu ce qui marchait pas, tu as pivoté, tu n'as jamais baissé les bras. Et ça, c'est aussi assez impressionnant à voir. Donc merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, on va pouvoir prendre des questions. Donc pour les 15 minutes qui nous restent, ce que je vous propose, c'est vous allumez vos micros et vous posez des questions et il n'y a pas de souci. Et si jamais vous ne pouvez pas allumer votre micro, vous pouvez l'écrire sur le chat et je lirai la question à Ophélie. Et on vous laisse la parole. Je vois pas le chat avec le partage d'écran, donc si jamais il y a un truc qui Ouais, passe, évidemment, je n'hésite suis là. pas. Il y a Sarah qui te remercie d'avoir partagé ces successions d'essais-erreurs hyper intéressants. Ouais, mais c'est pas un truc qu'on a l'habitude de parler souvent de ces erreurs. On a tendance à dire bah oh tiens, je vais pas partager ma croissance ou partager ce qui fonctionne. Et en fait, non. Derrière chaque, bah, chaque victoire, il y a une succession d'erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est sûr. Trop cool. On a aussi Maxence qui te dit super calcul. Avec notre app, on a branché Firebase et Analytics et les Ah ouais, font automatiquement. Rétention. trop cool. Ouais, trop bien. Ah ouais, mais ça, c'est eux, ils sont bien avancés pour avoir fait ça. Faut avoir du recul. Pas mal. Exactement. Et là, on vous laisse. Ne faites pas les timides. On est entre nous. Allez-y. N'hésitez pas, que ce soit sur le parcours de Ophélie, sur des conseils, sur vous, là où vous êtes coincé, à nous expliquer un peu votre business ou votre boîte pour qu'Ophélie puisse vous donner ses meilleurs conseils. N'hésitez pas. Bon, j'aurais pas la prétention de donner les meilleurs conseils, mais au moins de partager ce qui s'est plus ou moins mal passé. Mais, euh, mais j'imagine que on a plus ou moins des entrepreneurs là qui participent à cette ou au moins qui ont l'esprit d'entreprendre sans avoir forcément le statut. Et ouais, le truc important, c'est de jamais lâcher quoi. Et c'est pas facile de cette frontière, elle est assez fine entre l'obstination d'avoir une solution et de vouloir à tout prix la vendre et que ça marche pas et le jamais lâcher quoi. Et ça c'est vraiment un peu pour le garde-fou là-dessus, c'est vraiment d'être entouré
d'en parler, même avec des gens que tu connais pas, même avec... c'est de prendre du recul, quoi, d'en parler. Et c'est pas le nombre d'heures de travail qui fait la qualité. Et souvent, on a tendance à l'oublier et à vraiment s'enfermer. Enfin, moi, j'avais vraiment cette nature-là, c'était vraiment de m'enfermer chez moi toute la semaine et bosser, bosser, bosser comme une acharnée. Et en fait, c'est pas forcément là où on est le plus productif. Donc, assez... Trop bien. On a une petite question de la part de Maxence. Donc, il dit Ophélie, tu m'avais pas parlé de Resto Lyon. Tu as été visionnaire. Si tu devais recommencer cette expérience, tu ferais quoi? Euh, alors là, pour le coup, comme c'était la première expérience, je pense qu'on a lâché trop vite l'affaire. Donc on était en 2013, donc en gros, alors j'ai regardé après par la suite, mais je crois que Deliveroo, ça a été, je crois, créé d'ailleurs en 2013, mais en tout cas en France, on n'en a pas forcément entendu parler à cette date-là, on a plus su ça quelques années après. Clairement, si j'avais su, j'aurais foncé, mais beaucoup plus tête baissée et beaucoup plus à 100%. En fait, à cette époque-là, je manquais aussi clairement de confiance en moi et je me sentais pas légitime. Euh, et pour le coup, j'ai trop vite lâché l'affaire, quoi. Donc, si c'était à refaire, je le ferais, mais à 1000%. Trop bien. Merci beaucoup. Mais on dit souvent, vaut mieux mal faire que pas faire. Et en fait, il faut tout Ouais, essayer c'est clair. Ouais, c'est clair. et voir, quoi. Ouais. Ouais, et puis j'aurais aussi fait, je pense, quelque chose de moins compliqué. Euh, En gros, j'ai tout de suite voulu faire, comme je disais, bah, quelque chose livré. En fait, je voulais faire quelque chose de propre en termes d'écologie. Donc, je me suis tout de suite en fait mis mes propres contraintes en me disant, ah, il faut que ce soit un véhicule électrique, il faut que ce soit. Et à l'époque, en vrai, c'était vraiment pour le coup une contrainte, alors qu'en vrai, ça devrait être normal. Mais et du coup, alors j'aurais pas négligé cette partie écologie puisque en fait, si je l'ai fait, c'est que ça vraiment que ça me touchait et que c'était une valeur, enfin des valeurs que je partageais. Mais j'aurais réfléchi à quelque chose de plus simple, quoi. Ouais, ou peut-être prioriser, démarrer en ayant un Ouais, petit c'est ça. marché et ensuite Mm, rebifurquer. mm. Euh, Trop cool. On a une question d'Alizée. Ouais, Donc, elle crée des tisanes pour les règles personnalisées. Et du ok. coup, elle demande pour les KPI et les calculs, est-ce que tu as des astuces pour commencer à bâtir une communauté engagée? Euh, Bah déjà, alors c'est de la tisane, c'est ça? Ouais, Ouais, personnalisé. En gros, bah, clairement, en plus, quand tu fais du personnalisé, là, il faut vraiment miser à fond sur la communauté. Euh, et en gros, donc la question, c'est les KPI ou c'était comment bâtir la communauté? elle te remercie pour les KPIs et les calculs et elle Ah, te ok. donne des astuces. Ouais, pardon, c'est Ouais, comment, pas clair. comment bâtir la communauté? Bah, clairement, la stratégie de enfin, du building in public. En gros, c'est vraiment d'en parler autour de toi, de ce que tu fais, de fédérer ce truc-là, euh, de faire pas mal aussi alors on appelle ça de l'UX research, mais en gros, c'est de passer du temps avec tes utilisateurs. euh, donc, de créer des petits groupes utilisateurs en fonction peut-être de tes niches, donc faire par segmentation. Je sais pas si tu as plus femmes de tel âge à tel âge ou peu importe, avoir cette vision-là et leur demander leur avis, faire des tests, faire des focus group, en gros, créer de l'engagement, quoi. Des stratégies pour créer de l'engagement, tu en as pas mal, euh, mais le plus simple quand même à mettre en place, c'est déjà de communiquer. Ça, c'est un peu la base. Et ensuite, c'est d'inclure dans ton expérience le plus rapidement possible et le plus de fois possible de laisser ton utilisateur parler. Enfin, ton utilisateur, ton client, voilà. Et après, ça prend la forme que tu as envie que ça prenne, hein. Si tu as envie que ce soit des focus group, si tu as envie que ce soit des courriers que tu envoies, si tu as envie que ce soit des groupes Facebook, si tu as envie que ce soit n'importe quoi, c'est en fonction de toi ce que tu as envie de faire, quoi. Et où est située ta communauté aussi, enfin, où tes clients. Trop bien. Merci beaucoup, Ophélie. On a aussi une question de Stéphanie. Alors, comment Ophélie a-t-elle demandé à ses clients les plus satisfaits de les recommander? Y avait-il une incentive financière ou autre chose? Ouais, alors ça, une grosse question que je me suis posée. C'est en gros, à quel moment les gens ils vont me recommander gratuitement?
Enfin, en fait, ouais, je m'étais dit, j'avais regardé ce qui se faisait autour de moi, un peu les programmes de recommandation, comment ça marche. Souvent sur les sites e-commerce, c'est oh, partage-nous ton adresse ou une adresse email et reçois un bon de réduction de 5% ou 10% sur ta prochaine commande, ainsi de suite. Moi, j'ai pris le parti de me dire que si vraiment la personne est satisfaite, elle n'a pas besoin d'argent pour en parler, en fait. Elle est tellement, enfin, elle n'a pas besoin d'être payée ou de recevoir quelque chose en échange. Sinon, on rentre un peu dans une relation, c'est pas malsain, mais on rentre un peu dans une relation, finalement, paye-moi pour que, tu vois, et en fait, on est finalement peut-être plus dans la rétention, ou alors on est dans une rétention un peu différente. Et donc, moi, j'avais vraiment pris le parti pris de rien donner en échange, euh, sauf leur promettre qu'en gros, bah, ça fait encore plus de monde qui utilise la solution, et donc elle devrait encore plus leur correspondre, puisqu'on écouterait encore plus de monde, et vraiment sur cette partie-là. Après, c'est pas mal de proposer une incentive, ou peu importe le format que ça a. Mais si tu peux tester sans, déjà vois ce que ça donne, quoi. Tu dépenseras pas d'argent et puis tu n'auras rien perdu en échange, quoi. Et puis tu peux toujours essayer sans et après te dire, envoyer un email quelques temps après en disant, ouais, au fait, n'hésitez pas, recevez, je sais pas, un bon de réduction ou peu importe, une fleur ou ce que tu veux pour inciter. Mais nous, ça avait plutôt bien marché. Après, je pense que j'ai pas assez d'expérience là-dessus pour savoir si c'est vraiment un facteur de rétention. Mais en tout cas, je me dis d'instinct, si les gens sont capables de me recommander gratuitement, c'est qu'ils sont quand même satisfaits de la solution et qu'en plus de ça, ils ont envie de le partager à leurs amis. Donc c'est un bon indicateur quand même.